Salam alaikum, bienvenue. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Youssef Ghalem et de parler d'un sujet d'actualité. Il est d'actualité depuis quelques années déjà, mais avec Youssef, on s'est dit que c'était le moment de faire un bilan. Et donc, le sujet, c'est l'AI, la contribution, comment est-ce que ça change la nature du travail et surtout la nature du travail des dirigeants, du leadership et du monde en général. Youssef, va certainement être d'accord avec moi, d'ailleurs il va se présenter dans un instant, sur le fait que c'est un sujet qui, suscite beaucoup de discours, beaucoup d'échanges, beaucoup d'imagination. Mais finalement, est-ce qu'on a pris le temps, pour faire un vrai bilan et pour parler, faits et surtout pour faire un bilan sur les choses, qui ont réussi dans l'intégration de cette nouveauté, mais aussi des erreurs. Aujourd'hui, on va parler des erreurs, mais avant ça, on va, laisser Youssef, se présenter. Youssef, مرحبا بك. Oui, يعطيك الصحة. Merci pour cette introduction. Je me présente rapidement, Youssef Ghalem, 37 ans. Je ferai mes 38 ans dans 2 mois, Inch'Allah. Je suis, principalement entrepreneur, multicasquette, يعني في l'artisanat, في l'éducation en ligne. Pour moi, l'IA ou tout ce qui est les nouvelles technologies, c'est des choses qui sont importantes, pour, tout entrepreneur. Ce sont des outils qui permettent, d'augmenter la productivité, d'assurer la performance, l'efficacité. Donc c'est la promesse de la technologie. Mmh. Et puis, bien évidemment, en ce qui concerne l'IA, j'ai eu la chance de me lancer le sujet assez tôt, principalement fin 2022. On a commencé à faire des petites expérimentations avec ChatGPT, l'API du GPT à l'époque. Et ça nous a permis de construire une communauté à l'époque. Et grâce à cette communauté-là, on a pu découvrir pas mal de use cases, on a pu travailler avec pas mal d'entreprises et même à exporter un petit peu notre savoir-faire au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on va essayer de faire une sorte de petit bilan un petit peu sur les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Aussi un petit retour sur le sujet de la formation de l'IA au Maroc principalement, vu que c'est le terrain de jeu sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler ces 3 dernières années. Et puis merci encore une fois pour l'accueil, Samia. Merhba. Alors, Youssef, je sais que tu es très humble et que tu parles très humblement de ton expérience, mais aujourd'hui, on aura besoin de développer ton expérience, pas pour ton ego, mais pour illustrer les usages, de l'IA. Alors, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que tu es, l'une des voix de l'IA sur LinkedIn, donc tu as été, classée numéro 1 sur Favicon, mais pas que ça, tu es surtout, et tu le dis souvent, un praticien. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui théorise sur le sujet, mais qui l'applique. Tu as créé plusieurs entreprises, tu as mis l'IA dans leur ADN. Est-ce que tu peux juste nous donner, voilà, nous rappeler un petit peu, bon, il y a plusieurs personnes qui vont te reconnaître et qui suivent, ton historique de multi-entrepreneur depuis longtemps, mais juste quelques, cas d'usage, d'entreprises que tu as créées et dans lesquelles you integrated AI? Alors, moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur la thématique, de l'IA il y a fort longtemps, depuis 2016, sur Kezaku. Qu'est-ce qu'on essayait de faire à l'époque? C'est on essayait de mettre en œuvre un algorithme qui permette à l'apprenant de situer ses lacunes et à force, que l'algorithme justement, il va faire des recommandations pertinentes, ben, l'élève, il va s'entraîner sur les questions dans lesquelles il a Excellent. l'habitude de se tromper. Mmh. Ce qu'on appelle un petit peu le repetitive learning, donc c'est une technique d'apprentissage. À l'époque, ce que j'avais fait, c'est ce qu'on a avec les inspecteurs et les profs, on avait travaillé sur une sorte de knowledge map dans lesquelles on a cartographié les différentes rubriques d'apprentissage et du coup, une question, on savait très, très bien quels sont les concepts, quelles sont les notions qui sont évalués dans la question. Et quand il y a une faute dans la réponse de l'élève, on est en mesure de diagnostiquer quelles sont les branches de savoir qui sont concernées. Et du coup, ça permettait à l'élève comment dirais-je, de progresser de manière plus ciblée sur ses lacunes. Donc ça, c'était l'une des premières expériences, Donc usage EdTech. un usage EdTech. OK. Ensuite, ben, justement, juste sur Mirati, la segmentation, des bases de données des clients. Mmh. On a analysé toute la data, pour voir un petit peu quels sont les canaux,
sur chaque deal qui a été fait sur Mirati, durant quelle période de l'année. D'abord, c'était un projet de data science, donc analyser toutes les transactions qui ont été réalisées au niveau de Mirati sur les 4 dernières années. Et sur la base de ces transactions, on a pu identifier des trends et des patterns sur lesquels voilà, c'était intéressant d'investir plus de temps parce que l'impact était important versus l'investissement qui était minime. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en fait? On passe moins de temps, on traite moins d'opportunités, mais on les traite mieux. On maximise leur impact et leur ROI pour Mmh mh. l'entreprise. Mmh. Et puis plus récemment, moi j'ai eu l'occasion d'écrire pas mal de livres parce que l'une des expérimentations que j'ai faites de l'IA, c'est la création de contenu. Et quand Levier très important de nos jours, la création de absolument, contenu pour tous les types de business. c'est un quick win Mmh. pour le côté marketing, communication interne. Franchement, s'il y a un cas d'usage que je recommanderais aux entreprises qui ont toujours peur d'adopter l'IA, ben, je vous recommande tout simplement de commencer par la création de contenu. Peut-être que vous le faites aujourd'hui sur le emailing, mais du contenu de communication interne, de communication sur les réseaux sociaux, c'est un vrai quick win. Et personnellement, j'ai créé pas mal de livres qui ont agi comme lead magnet pour nous permettre de générer des prospects. Et durant l'une des expériences, quand j'écrivais mon autobiographie, Serial Failurepreneur, j'ai voulu modéliser ma manière d'interagir avec l'IA pour écrire le livre. Et du coup, on a sorti une application qui s'appelle Zero to Book. Donc voilà, c'est un petit peu les expériences personnelles donc au niveau de nos entreprises. Mais j'ai également eu l'occasion de conseiller des camarades et des collègues sur l'adoption de l'IA pour leurs problématiques métiers. Des clients, autrement dit, parce que je bosse, Mmh. moi je développe une relation très proche avec, avec mes clients, donc à un moment Ça donné, fait partie du futur du travail. c'est ça. Regarde, bah, nous, suite à notre rencontre, j'apprends à ton contact. Et d'ailleurs, les cas d'usage que tu as cités, moi, il y en a un qui m'a particulièrement impressionné. C'est quand tu m'as montré aussi les prototypages ou les produits Mirati que tu visualisais avant de les créer. Et honnêtement, moi, à un moment, j'arrivais même pas à faire la différence, en ce qui était, la différence entre ce qui était fait par l'IA et ce qui était réellement des photoshootings. Et je suis totalement d'accord avec toi et je pense que les gens qui nous écoutent seront totalement d'accord. C'est qu'aujourd'hui, être un média, n'est plus une alternative pour toutes les personnes qui ont des business. Petit business, grand business, on crée du contenu. On va en parler un peu plus tard. On va parler de choses un peu plus concrètes sur comment voilà, utiliser ce levier de la création de contenu avec l'IA. Et alors, tout ce que tu as décrit, c'est, on va dire, c'est la partie the bright side, c'est la partie lumineuse, parce que toi, de par ta structure, tu as dû vraiment mettre tout ça en application et tu n'as pas théorisé. Tu dis souvent: «Je suis un praticien de l'IA» et c'est comme ça que tu le prends. Parce que tu prends l'IA comme un outil et non pas comme une finalité. Alors moi, je viens du monde de la formation, et d'ailleurs, je vais me présenter rapidement parce que je fais pas que de la formation. Donc moi, j'ai fait 13 ans de transformation digitale dans un environnement multinational. On faisait surtout des projets voilà, de mise en place, de RP, donc des outils comme, SAP, Salesforce et cetera. J'ai baigné dans la transformation digitale. J'ai vu les 3 piliers qui sont les process, les outils, mais aussi la culture. On va en parler après parce que souvent, c'est un peu le parent pauvre de la transformation et je parle de tout ça parce que ça fait quelques années que j'ai pris toutes ces expériences-là, je l'ai mis au service de la formation et donc en formant, je vois qu'il y a justement des déformations dans le monde de la formation, dans la façon dont on ramène une nouvelle technologie. Et aujourd'hui, je voudrais te poser des questions sur c'est quoi les erreurs qu'on fait parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, dans leur feuille de route en l'IA, il y a de la bonne volonté, il y a des budgets. Et puis souvent, on commence maintenant, avec 2 3 ans de recul, à avoir des gens qui disent: «Mais en fait, j'ai l'impression que bit là, comme on dit en darija». Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester concret? Quelles sont les erreurs à éviter quand on est un dirigeant, quand on est un CEO, un C-level, un CEO, et cetera, et quand on veut adopter cette chose-là qui n'est pas un trend, mais une réalité, un grand levier, on va en parler après, pour ne pas louper sa transformation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu as observé? Écoute, pas mal d'observations. Je vais commencer par la plus importante et la plus essentielle à mon avis. Si aujourd'hui, un directeur, il veut justement lancer une feuille de route de transformation, bah, il devrait commencer déjà par lui-même, Mmh. déjà comme individu, et un directeur, comment dirais-je? Comment est-ce qu'il comment est-ce que
lui-même, il pourrait devenir plus productif dans ses actions répétitives et quotidiennes. Donc déjà, dans la productivité immédiate, la rédaction de rapports, la recherche d'appels d'offres, euh, des formulations adaptées à des situations conflictuelles, des cas d'usage très simples. Donc ça Mmh. devrait être vraiment la base. Moi, personnellement, ce que je fais, quand il y a un conflit, je demande à ChatGPT d'agir comme un négociateur du FBI, expert en NLP, en PNL. Et franchement, Ouais. je le fais, et je suis content de le faire et ça marche bien. Mmh. Donc, quand j'envoie l'email. Donc, en fait, il faut juste, déjà, comme leader de la transformation, le directeur, s'il veut mener une transformation au sein de son organisation, bien au sein de son entreprise, euh, il doit la mener. C'est lui-même, ça Mmh. doit être le leader et l'exemple. Donc déjà, ça commence par un gain de productivité dans les tâches manuelles, dans Mmh. ce qu'il a l'habitude de faire. Une fois qu'il est très très à l'aise, ben, il va commencer à se poser la question, OK, dans ce que je dirige, les processus métiers, donc quels sont les processus métiers avec lesquels je peux modéliser ma business unit, ou bien mon activité. Mmh. Et c'est là que, OK, il faut qu'il y ait une adoption de la part de son équipe parce que c'est un travail à faire ensemble, c'est un travail collectif. Mmh. Peut-être qu'il va mener un ou bien deux chantiers pour voir un petit peu, pour expérimenter justement un POC, un proof of concept, pour voir un petit peu les challenges et les difficultés. Donc, il n'y a pas mieux que de faire la chose soi-même plutôt que d'entendre Très bien. à tout va. Donc, comme ça, on est conscient, on est convaincu. Donc, quand on fait la chose soi-même, une fois qu'il est arrivé à cette maturité-là, ben, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment le faire au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation. Et là, c'est là que son exemplarité à lui, Mmh. ben, elle va lui faire prendre du crédit. Et les gens, ils vont se dire, OK, cette personne, quand elle parle, elle n'est pas déconnectée du Mmh. sujet, ben, elle l'incarne C'est un très, très bien. excellent, ouais. Donc voilà, moi, je pense déjà, Mmh. en tant que moteur de transformation, ben, on doit avoir cette crédibilité-là. Il n'y a pas mieux que d'incarner le sujet soi-même dans un premier temps. Et puis, quand on veut l'impacter au niveau de l'organisation, là, il va falloir travailler ensemble. Mmh. C'est un excellent point de départ et d'ailleurs, moi, j'ai une petite anecdote, à te raconter à ce sujet d'une autre transformation que j'ai vécue. Mais pour résumer, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut que ça soit un leadership, embodied, c'est-à-dire un sponsor, qui se mouille dans le truc, pas qui le délègue, à la dernière personne arrivée en disant: «Tiens, ce petit trend, occupe-toi-en». Et d'ailleurs, Absolument. pour la petite histoire, bah, moi, j'étais la personne qui s'est occupée d'un trend un jour, donc moi, je suis arrivée à l'ère de l'ISO, quand la qualité, c'était ISO, parce qu'il y a toujours une trend. Il y a eu l'ISO, il y a eu enfin, c'est pas vraiment des trends, c'est des choses très utiles, mais à un moment, on a des mots qui se répètent. Donc moi, je suis arrivée, c'était l'ère de l'ISO et je me souviens, je faisais partie du département qualité, le lean fait son apparition et en fait, en gros, on me prend. On avait à l'époque, je pense, 5 usines, dont une à Madrid, une à Rosenheim, c'était en Allemagne, et cetera. Et on me dit, bref, on me dit: «Tu sais, le lean, c'est pas un truc sérieux, va t'en occuper, va évangéliser». Et en gros, concrètement, ce qu'ils voulaient mettre en place, c'est par exemple tout ce qui était visual management. Mhm. Et moi, j'étais la petite jeune qui sortait de l'école, qui venait faire du coloriage aux gens. C'est comme ça qu'ils me voyaient dans les usines. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Et pour les gens qui nous écoutent, voilà, qui dirigent, qui s'occupent de budget, qui ont des feuilles de route, bah, c'était un gros fail parce que on a investi de l'argent. Moi, j'ai essayé de lever la main, mais bon, je n'avais pas encore le crédit de dire ça va pas fonctionner, etc. Et on a perdu beaucoup de temps, presque un an, on n'a pas déroulé le truc, beaucoup de budget qui était perdu, juste parce qu'on n'a pas pris l'affaire au sérieux et qu'on lui a pas donné un sponsorship assez, d'ailleurs la directrice qualité faisait aussi l'erreur de dire aux gens: «Ouais, non, moi le lean, je m'en occupe pas. Moi, je m'occupe des choses sérieuses qui sont les audits et tout» et puis voilà, et l'année d'après, on en a même plus parlé d'audit, c'est-à-dire c'était de l'histoire ancienne et donc là, je pense que l'une des premières erreurs, ce que tu es en train de nous dire, Youssef, c'est qu'on prenne pas le sujet au sérieux, que la direction ne le embody pas, ne le porte pas, ne le lead pas et ne donne pas l'exemple surtout et qu'on le laisse dans un petit coin et qu'on passe à côté. Très bien. Est-ce que tu as un deuxième? Je pense que tu as déjà cité pas mal de choses, mais en deuxième, qu'est-ce que tu mettrais la deuxième erreur qui peut mettre à mal voilà, le fait de réussir sa transformation, à ce sujet-là? Écoute, moi je pense qu'il y a aussi un phénomène de mode un petit peu, c'est que c'est vrai qu'un certain nombre de dirigeants sont conscients de l'importance du sujet. Ils veulent sponsoriser justement des formations pour leurs collaborateurs. Hem, alors, comment dirais-je? Là, à ce moment-là, il y a plusieurs réponses possibles, comme un LLM en fait. Mmh. Mais je vais en choisir une.
Déjà, il y a ce sujet-là que les formations, elles sont souvent déconnectées de la réalité métier. Mmh. Alors, on va dire que pour une formation d'acculturation, c'est pas grave, parce que c'est une sorte d'éveil pour les Mmh. collaborateurs. Mais je pense que pour avoir un réel impact et faire en sorte de réussir cette formation et d'en faire même une transformation à venir, ben, il va falloir vraiment très simplement adapter la formation au contexte métier de l'entreprise. Là, je constate quand même que les entreprises sont pressées de faire ces formations-là. Du coup, elles ne prennent pas le temps nécessaire pour faire le travail au préalable. Donc, le cadrage, les besoins métiers de manière spécifique, même le fait de co-créer en fait, Mmh. la formation, car je dirais, aujourd'hui, il n'y a pas de formation qui est spécifique à des entreprises ou bien des métiers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec ChatGPT et tous les outils qui sont aujourd'hui à la portée, c'est beaucoup plus facile de personnaliser aujourd'hui une formation. Ça demande juste 1 jour, 2 jours, 3 jours de travail supplémentaire potentiellement. Mais voilà, moi je recommande vraiment aux responsables de formation donc, et aux décideurs de prendre le temps pour co-créer justement des Mmh. formations qui adressent les pain points des collaborateurs. Et moi, je veux bien voir au sein d'une formation des cas qui sont tirés du quotidien et qui vont motiver les parties prenantes. Après, je ne dis pas que la première formation devrait être forcément orientée métier, mais c'est quelque chose à planifier, à Très bien. prévoir. Peut-être une première formation en 360 degrés, une sorte Mmh. d'éveil, mais il faut vraiment aller vite vers des choses qui sont pratiques et adapter ces formations-là pour le quotidien des collaborateurs. D'accord, donc si je unpack un peu, parce que tu as parlé de plusieurs erreurs en même temps, il y en a une deuxième qui est très importante, qui est de faire l'erreur d'y aller pour les mauvaises raisons. Je dirais presque avec une mauvaise intention, qui est une peur de rattraper le train qui est en train de partir et de ne pas créer une vision suffisamment forte, Absolument. suffisamment fédératrice et suffisamment adaptée à la situation de l'entreprise, à sa propre, maturité, à ses propres besoins. Et la troisième que j'entends de ce que tu dis, c'est de ne pas adapter aux réalités de l'entreprise, ne pas customiser. Donc l'erreur, ça serait de faire du one size fits all. Oui. Moi, ça, je le vois beaucoup en formation, même dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir. C'est qu'il y a une différence entre donner aux gens, par exemple, si je prends la métaphore on veut former un charpentier, c'est une chose de former quelqu'un au métier de charpentier, c'est autre chose de lui donner une boîte à outils et de lui dire, «Tournevis, ça sert à ça». Et j'ai l'impression qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup de boîtes à outils mais en fait, on n'explique pas. C'est pas être charpentier que de savoir utiliser les outils de la charpenterie. Donc la troisième erreur que tu es en train de dire, c'est de donner aux gens, des outils en pièces détachées et de ne pas leur donner un framework ou Absolument. un blueprint. OK. Donc là, on en a 3. Leadership pas involved, pas intégré, qui ne donne pas, qui ne lead pas par l'exemple. Deuxièmement, tu nous as parlé du fait de ne pas avoir une vision forte et de le faire pour les mauvaises raisons, juste parce que tout le monde est en train de se réveiller et d'essayer de rattraper le train. Et troisièmement, de donner, hem, une boîte à outils disparate et de ne pas donner de framework. Est-ce que tu penses à d'autres, erreurs potentielles? Alors, je dirais la mesure d'impact. Mmh. Si on parle de formation, certes, là, on va enseigner quelques outils, certes, on va enseigner un petit peu de prompt engineering, on va montrer des workflows automatisés qui vont régler telle ou telle problématique. Mais est-ce qu'on va s'assurer que les collaborateurs ils sont montés en performance? Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire? Oui, il y a de bonnes manières de faire. Mais généralement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les formations ne vont pas au-delà en fait, de la journée ou bien des 2 journées de Voilà, de ça fait au transmission. revoir, merci et Voilà, et pas aujourd'hui, il y de a un manque. service Moi, après-vente. je pense qu'aujourd'hui, il y a ce manque-là dans le Mmh. marché. Et moi, j'encourage vraiment les entreprises qui sponsorisent et qui budgétisent des formations sur l'IA d'insister sur ce point, Mmh. parce que sinon, ils risquent de voir juste leur argent s'envoler. Mmh. C'est bien beau de faire des formations sur l'IA, sur la data science, sur le lean management ou qu'importe, mais s'il n'y a pas de mesure d'impact, on n'est pas sûr que notre argent a été bien investi. Mmh.
Donc moi, ce que je proposerais aux dirigeants et responsables de formation, c'est potentiellement de désigner des ambassadeurs de transformation et des changements donc à l'entreprise. Donc peut-être un directeur de business unit, un collaborateur super motivé qui veut prendre le sujet en main, des personnes qui sont vraiment motivées. Imaginons qu'on a fait une formation dans laquelle 30 personnes ont assisté. Le formateur ne pourra pas faire le suivi des 30 personnes. Mmh. Par contre, il pourra faire du follow-up avec 4 ou bien 5 personnes bien choisies qui sont très motivées, peut-être avec 1 heure et demie par semaine ou 2 heures par semaine. Moi, je dis n'importe quoi, ça c'est juste Mmh. pour donner une idée alors, de grandeur. Donc ça reste réalisable. Donc avec peu de personnes, ces personnes-là, on va leur faire leur suivi. On va voir ces personnes-là au sein de leur activité. Quelles sont les tâches qu'elles sont amenées à faire régulièrement? Ça leur prend combien de temps? Combien je ne sais pas, d'appels téléphoniques ils font par jour si on parle d'une équipe commerciale? Combien de dossiers sont closés chaque jour sur le CRM? Ben, on va choisir bien soigneusement les bons KPI, les bons métriques à traquer. Et puis, avec cet accompagnement-là, on va constater s'il y a une évolution ou non. Donc, moi, s'il n'y a pas ça, ben, la formation Mmh. pour moi, c'est juste une perte d'argent. Ben, Mmh. vraiment, ça, c'est le point clé sur lequel je veux sensibiliser. Mais tu sais, sauf que tu touches à un point qui est pas, zama particulier à la problématique zama formation dans ce domaine-là, mais les sujets de formation en général et même la création, même quand je travaille sur des sujets comme, un moment, par exemple, on avait un Salesforce à créer pour cette boîte américaine qui devait être utilisé en Asie, aux États-Unis, en Europe et on a ignoré l'aspect culturel et ça, c'est un problème de ne pas se donner au Mmh. début une vision commune et les KPI ou là les OKR pour pouvoir faire un suivi. Parce que souvent, elle dit que la personne qui s'occupe de la formation, ça c'est aussi un problème à faire attention en interne. La façon dont on donne un objectif à quelqu'un et avec laquelle on le mesure peut faire une grande différence. C'est sûr que si toi tu es responsable de formation et que je te dis juste bah fais-moi une formation, si ton KPI c'est j'ai formé 150 personnes, you're done. Mmh. Par contre, si ton KPI c'est OK, j'ai eu l'adoption de tel outil. Moi, par exemple, le truc de Salesforce, je le cite parce que c'était quelque chose qui était fait pour des sales qui étaient sur le terrain. On avait mis beaucoup d'argent, on avait développé des modules spécifiques dans Salesforce et à la fin, les gens ne l'ont pas utilisé. À quoi ça sert d'avoir quelque chose de développé, de surdéveloppé, avec de la surqualité que les gens sur le terrain n'utilisent pas? Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que les entreprises doivent définir comment est-ce qu'on va mesurer non pas la réussite du process, mais du résultat. Parce que c'est ça aussi que les gens, tu sais, j'avais entendu un truc qui est intéressant, on dit: «Selon les métiers, tu as une obligation de résultat ou une obligation de participation». أنك راه درتي شي حاجة. Un coiffeur, par exemple, il n'a pas d'obligation de résultat. Si je vais chez le coiffeur, il coiffe mes cheveux ou là, il me les coupe d'une façon qui me plaît pas, lui, il a l'obligation de faire de son mieux. Mais nous, en entreprise, la plupart du temps, on n'est pas des coiffeurs. On est des gens qui avant parce qu'on est une entreprise, c'est une organisation lucrative, il faut qu'on regarde qu'est-ce que l'entreprise essaie d'améliorer, le nombre de leads, diminuer les problèmes de qualité, et cetera et la façon de mesurer la formation va être corrélée à toutes ces choses-là. Parce que finalement, on fait la formation pour un objectif et alors tu as touché à une cinquième erreur, il faudrait peut-être qu'on la développe un peu parce que tu en as parlé à demi-mot, ça vaut peut-être le coup de la développer, c'est la culture. Parce que là, on est en train de parler de quelque chose qui a l'air d'être technique, mais qui est finalement profondément humain. Mmh. Souvent, la transformation, et quand elle est digitale, nous, on appelle ça transformation digitale, mais finalement, c'est de la transformation humaine augmentée par des outils digitaux. Parce que la transformation est toujours humaine. C'est la personne qui a 3 ans de la retraite, qui peut-être pour elle, IA, c'est un mot qui lui fait peur. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens? Qu'est-ce que tu as vu comme erreur quand il s'agissait de prendre en considération l'aspect culturel de la transformation? Les erreurs que j'ai vues, c'est qu'on déconnecte le sujet IA de la réalité des collaborateurs, avec des projets, from scratch, qui ne commencent pas par, une centricité autour de l'utilisateur. Mmh. Moi, ce que je recommanderais, c'est de voir aujourd'hui l'utilisateur, qu'est-ce qu'il utilise comme outil? Quelles sont ses habitudes et comment est-ce qu'on peut appliquer le Kaizen et l'amélioration continue pour augmenter sa performance? Là, on peut intégrer justement de l'IA dans un CRM développé maison, mais voilà, mes collaborateurs ont l'habitude de l'utiliser, ben, je ne vais pas chercher un nouveau CRM Mmh. qui va créer de la friction. Je vais rester dans le même CRM et je vais travailler avec l'API de Claude ou bien de Gemini et je vais essayer de créer un petit peu de RAG pour que le chatbot il soit connecté à la base de données du CRM et que les réponses elles permettent justement à mes collaborateurs de gagner en temps et en performance. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'IA dans les habitudes et de ne pas changer soudainement Mmh. d'habitude. Ça ne va Mmh. pas marcher.
Absolument et aussi finalement, ça doit être un win-win. C'est-à-dire, c'est pas on doit utiliser cet outil in despite of people qui qui vont sortir de leurs habitudes, mais finalement, je vais donner à la personne un outil qu'elle peut utiliser à un niveau individuel. Parce que c'est ce que tu disais au début par rapport aux leaders. Nous, en tant que participants dans une entreprise, moi, par exemple, depuis 4 ans ou 5 ans que je suis à mon compte et que je suis indépendante, peut-être que j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai pu faire s'il y avait pas cet employé qui travaille, around the clock, qui est cette intelligence artificielle et donc au lieu de présenter aux gens ça quelque ch ou à ses équipes, à ses collaborateurs, ça comme quelque chose qu'ils font pour l'entreprise, faut d'abord leur montrer en quoi ça va simplifier leur vie. C'est Parce que ça. finalement, c'est à un niveau individuel que le système va être, changé. Et que la motivation se crée. Un dernier point peut-être, c'est l'importance, de la structuration de l'information au sein de l'entreprise. Mmh mh. Je vais citer notamment la gouvernance, de la donnée, parce qu'on ne peut pas parler d'IA si on ne parle pas de data. En fait, il y a 2 aspects, le côté processus, donc c'est comment la donnée elle va transiter au sein de l'entreprise et il y a le côté données. Et les données, c'est pas j'ai pas besoin d'un data scientist, pour commencer à travailler sur les bonnes pratiques de ma gestion de données. Par contre, je dois être rigoureux et en fait encourager mes collaborateurs à avoir les bonnes pratiques, les bonnes habitudes, historiser ces données, veiller à ce que les données soient bien saisies. Donc vraiment, cette culture de la data, Mmh. c'est un prérequis fondamental. Imaginons qu'on va investir beaucoup d'argent sur l'IA et à un moment donné, on va se rendre compte que waouh, on a besoin vraiment de comment dire, capitaliser sur notre patrimoine de data. Et quand on va voir ça, on va voir que notre data, elle est répartie entre plusieurs serveurs différents, qu'il y a de l'opacité, qu'il y a de la data qui est retenue, qu'il n'y a pas assez Mmh. de transparence. Donc, le vrai problème, qui va empêcher l'adoption de l'IA, on va dire, avec un très très grand potentiel, c'est justement cette relation avec le patrimoine data. Donc vraiment, c'est pas, comment dirais-je, c'est un prérequis fondamental et ça n'attend pas juste l'IA, déjà la data, ça permet tout simplement d'avoir une idée des tendances, des patterns, des trends. On n'a pas besoin d'IA pour exploiter la data. L'IA nous permet de mieux comprendre notre activité, de découvrir des réalités cachées, de confirmer notre instinct, notre intuition, et in fine, avec un bon patrimoine de données qui est bien géré, qui est bien assaini, qui est bien qualitatif, ben, on peut tout simplement passer à un niveau d'exploitation beaucoup plus important de l'intelligence artificielle, au-delà du prompt engineering, au-delà de quelques automatisations. Tout simplement, moi je pense que il faut aujourd'hui que le décideur revienne aux fondamentaux, qui sont la donnée et la cartographie des process. On commence par ça. Et puis là, on peut bien tirer profit de Music to l'intelligence my ears. artificielle. Music to my ears. Merci beaucoup. Pour moi, c'est, tu connais ma passion, on avait la discussion avant en off, c'est que pour on peut pas automatiser le chaos. Parce qu'on se disait en off avant de démarrer que si tu vas dans une mauvaise direction, la pire des choses que tu peux faire, c'est d'y aller plus vite. Si tu vas dans le mur, c'est pas une bonne idée d'accélérer. Et en Absolument. fait, les gens voient l'IA comme un accélérateur, mais si tu n'as pas une direction qui est claire, si tu as un process qui est chaotique, le fait de le rendre automatique C'est ne va dangereux. pas améliorer les choses. En donner l'exemple un peu trivial, mais qui est intéressant, c'est que quand on regarde les gens quand ils font des découvertes, ils sont toujours corrélés à leurs revenus. La personne qui gagne 3 000 va avoir 3 000 dirhams de revenus. Mais quelqu'un qui gagne 200 000 dirhams, bah, il va avoir 200 000. Donc, plus l'opportunité, elle est grande, plus le risque, il est grand. Et en fait, finalement, l'IA, et moi, c'est ce que je dis souvent aux gens en formation aussi, c'est que ça ne nous affranchit pas d'apprendre le reste, qui est de mieux comprendre des process, de les simplifier, to do less, to achieve more, de presque ramener de l'élégance dans les process et de la simplification. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va le faire rapidement qu'il faut le garder erratique. Il faut que ça soit d'abord simple et ensuite que ça devienne rapide. Alors bon, j'espère que ما خلعناش شوية الناس parce qu'on a parlé de beaucoup d'erreurs qui peuvent avoir un réel impact, que ce soit sur le budget. D'ailleurs, il y a pas que des problématiques de budget, parce que des fois les entreprises n'ont pas vraiment ce problème, les grandes structures. Il y a aussi un problème de perte du momentum. Tu sais, quand tu démarres une transformation et puis le truc qui fait un flop, Mmh. la deuxième fois, c'est un peu plus pénible. Moi, je me souviens avec mon histoire de Lean, bah, la personne qui est venue me sponsoriser par la suite, elle a dû ramer beaucoup
plus fort. Et finalement, c'est un peu ça qu'on essaie d'éviter, enfin de proposer des pistes pour éviter ça. Est-ce qu'on peut, là qu'on a parlé, je pense qu'on a parlé de 5 erreurs majeures et d'un grand bonus qui est de faire le nettoyage préalable. Est-ce que tu peux nous proposer des pistes? Les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, comment est-ce qu'elles vont pouvoir tout de suite commencer à, à se préparer à cette transformation. Déjà هدرتي على شي حاجة اللي هي de faire le nettoyage préalable, de commencer à centraliser sa data. Est-ce que tu penses à d'autres bonnes pratiques que les gens peuvent mettre en place déjà avant d'embaucher des consultants, avant de démarrer des formations? C'est à quoi tu penses? Moi, je pense, le côté formation, ça, c'est quand même, même si j'ai critiqué un petit peu la manière dont les formations se Mmh. font, ça reste quelque chose d'important aujourd'hui parce que, entre-temps, si moi je ne fais pas de formation en IA et que mes concurrents la font, s'ils l'utilisent bien, Mmh. ben, je vais commencer à perdre des parts de marché. Ce n'est pas favorable pour moi. Donc, effectivement, le sujet de la formation, c'est un sujet qui est urgent, on va dire. Heu, Par contre, moi, ce que je recommanderais, la manière de voir la formation, ben, je recommanderais très fortement aux décideurs de réfléchir à mettre en œuvre des académies internes de Mmh. formation, surtout fait Oh, I les love that. technologies émergentes, en OK. l'occurrence l'IA, la data. Ben, pourquoi ne pas, donc les ambassadeurs dont on a parlé tout à l'heure, pourquoi ne pas en faire eux-mêmes des formateurs et former des formateurs et qu'en interne, ben, on essaie de maintenir ces pratiques-là, ces nouvelles tendances, faire des petites expérimentations parce que vraiment, la meilleure personne qui va guider, c'est la personne qui va faire des expériences au sein de l'entreprise. Mmh. Et aujourd'hui, il y a un climat de confiance, on va dire, qui est un petit peu touché un petit peu par beaucoup de consultants qui parlent d'IA, de révolution, ainsi de suite. Et donc, ça crée une sorte de malaise vis-à-vis du sujet quelquefois. Mmh. Donc, de quoi est-ce qu'elles ont besoin? Ces entreprises ont besoin de résultats réels qui sont menés en interne. Et pour que ça se fasse, ben, il va falloir cultiver des pratiques communautaires au sein de l'entreprise. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que le sujet de la formation ne soit pas externalisé, Mmh. que, in fine, que la formation, ce soit un sujet qui sera adopté au sein de l'organisation par les collaborateurs de l'entreprise. Peut-être recruter des personnes qui sont très à l'aise avec le sujet pour qu'elles puissent donner l'exemple. Mais dans un premier temps, des ambassadeurs, c'est à eux-mêmes d'animer des ateliers IA en interne et surtout que leur travail ne soit pas déconnecté Mmh. de la réalité métier, notamment avec des cas pratiques réels qui sont menés au sein de l'entreprise. Moi, j'ai vu des entreprises qui font ces rituels. Mmh. Il y en a une justement à Rabat avec Ahmed Belhassan. J'ai été ravi de trouver des entreprises marocaines qui ont des rituels justement de transmission d'informations hebdomadaires. Donc, son entreprise Marketing Call Center, ils font ça une fois par semaine, les jeudis, Excellent. après-midi. Et peut-être qu'avec le temps, eh ben, ils vont avoir une cellule de formation qui vont faire ça de plus en plus souvent. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est d'internaliser la formation enfin, des Mmh. technologies émergentes. Donc, c'est ça la recommandation que je Excellent. vais faire. Bon, on a parlé de plusieurs erreurs, on en a cité 5. I was aiming for 5 زعما كنت كنحاول نخرج منك 5. Tu nous as donné même un bonus en nous parlant, de la partie data, de la partie nettoyage et d'ailleurs comme je disais, music to my ears parce que cette partie-là, on peut plus s'en, comment dire? S'en affranchir. Est-ce qu'on peut maintenant revenir un petit peu, to a brighter side, un peu, de façon plus optimiste? C'est quoi les choses concrètes que tu proposerais aux personnes qui nous regardent aujourd'hui pour aller dans le sens d'accompagner cette transformation in the right way بالطريقة الصحيحة؟ شنو كتقترحي علينا؟ Mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut se prétendre expert tous ces changements soudains Mmh. qui ont lieu Et pourtant, semaine il y en a après. beaucoup qui le font. Oui. Donc Mmh. vraiment, ce que je recommanderais, c'est la pratique, qu'elle soit faite en interne et que justement, à la place que de la formation, à la place que la formation soit externalisée tout le temps, peut-être Mmh. commencer dans un premier temps un cycle de formation qui sont externalisés avant de viser des formations internes. Justement, tout à l'heure, je parlais d'ambassadeurs, donc des ambassadeurs de changement et de transformation IA. Ils pourraient être eux-mêmes ces relais de formation et de Mmh. transformation en interne. L'idée, c'est que, in fine, tout ce sur quoi les gens se sont formés, ben, que ce soit des modules dont le responsable formation il prendra
charge au sein de l'entreprise avec des collaborateurs internes qui vont assurer la formation. Et du moment que ce sujet change tout le temps, ben, il va falloir animer des communautés autour de ce sujet et voilà, débattre de cas expérimentaux qui sont menés au sein de l'entreprise. Voilà, c'est l'approche communautaire en fait. Tu as déjà vu ça sur le terrain au Ouais, Maroc? ouais, je l'ai vu au Maroc, D'accord. ouais. Je l'ai vu avec une Tu peux entreprise. partager un exemple, je sais pas, fais-nous rêver. Ouais, à Rabat, il y a une entreprise qui s'appelle OK, Marketing Call Center. d'accord. Et il y a aussi Atos, je pense, si je me souviens bien. Alors, déjà à Rabat, si Ahmed, il a animé, c'est le DG de cette entreprise, D'accord. il a fait en sorte de nommer des ambassadeurs justement Mmh. du sujet IA. Donc, c'est une entreprise qui emploie plus de 800 personnes. Du coup, il y a une dizaine de personnes qui, aujourd'hui, ils incarnent le sujet au sein de l'organisation. Et qu'est-ce qu'ils font? Chaque jeudi après-midi, ben, c'est une Wow. thématique IA qui est débattue en interne. Il faut intervenir des intervenants externes, mais en même temps, les cercles communautaires sont animés en interne. Donc, ça, Excellent. c'est une pratique qui pérennise un petit peu justement cette culture IA. Donc, ce n'est pas juste des sujets qui sont déconnectés, qui sont ponctuels. Donc, c'est Mmh. des habitudes. Et à force de faire ces rencontres-là, ben, à un moment donné, l'organisation devient mature et devient capable de mener en interne des projets de transformation. Donc, typiquement, dans cette entreprise, les cercles IA sont animés chaque semaine et il y a une sorte de AI Lab. C'est un petit laboratoire Super. d'expérimentation de POC, de use case. Ben, il y a deux jeunes ingénieurs qui travaillent régulièrement sur des nouveaux cas pratiques. Et beaucoup de cas pratiques, peut-être, qui ne seront pas mis en prod, mais certains réussissent et ça produit de la valeur ajoutée. Donc, s'il y a deux choses à retenir un petit peu de ces best practices, c'est animer des cercles communautaires en interne, faire en sorte que la formation soit un sujet géré au sein de l'entreprise et pas externalisé. Mmh. Et deuxième des choses, c'est le concept de AI Lab. Mmh. Donc voilà, Excellent et je pense que parce que tout à l'heure, je disais, il y a beaucoup de gens qui se déclarent experts. Bon, moi, ça fait 4 ans que je suis un peu dans le domaine ou 5 ans dans le domaine de la formation. C'est vrai que c'est très facile, une fois qu'on est certifié à un sujet ou la il y a beaucoup de certifs, de se croire expert. Mais ce qui est très drôle avec ce sujet-là, c'est que c'est compliqué d'être expert, même si on est dedans, parce que dès qu'on a appris quelque chose, c'est déjà obsolète. C'est pour ça que pour moi, l'expertise, elle est dans la façon d'aborder le sujet et non pas dans les connaissances à l'instant T du sujet. Et la deuxième chose intéressante que tu as dit, c'est que tu as bien précisé qu'on n'est pas en train de tirer sur la formation. On est tous les 2 des passionnés avant d'être des professionnels de la formation. Bien sûr qu'on croit à la formation, mais à la formation qui est au service, de la croissance de l'entreprise et pas à la petite truc de décor qu'on fait un peu comme, on dirait on fait un team building ou on fait non, c'est pas quelque chose qu'on met par-dessus. Ça doit être un moteur, ça doit être absolument connecté en interne et donc ce que tu nous dis là, c'est qu'il faudrait qu'on forme des gens en interne qui vont être des ambassadeurs, qui vont porter le sujet, créer des rituels autour. Et alors tout ça, c'est un peu ce qu'on appellerait une roadmap. C'est-à-dire que finalement, au lieu de former les gens seulement à l'IA, c'est de les accompagner à avoir une feuille de route. C'est-à-dire comment est-ce que je vais faire vivre l'IA dans mon entreprise? Comment est-ce que je vais faire l'acculturation? Comment est-ce que, Rachid, déjà, comme on dit en Darija, que je travaille la culture? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de légendes urbaines. C'est que l'IA va prendre ou pas. D'ailleurs, on verra avec le futur du travail ce qui va se passer. Des gens ont peur pour leur job, etc. Donc, c'est un sujet qui est très, très lourd émotionnellement. Et il faudrait prendre aussi en considération tous ces aspects. Donc, on est tout à fait d'accord que c'est pas non à la formation, mais oui à la formation qui laisse une trace durable. Et pour qu'elle laisse une trace durable, il faut éviter les erreurs qu'on a citées et aussi qu'elle laisse un engin de transformation interne, comme ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux ambassadeurs, apprendre des use cases. Tu disais pareil en off avant qu'on commence à enregistrer qu'il faut prendre des choses, des petits périmètres et se tester dessus. Et puis, c'est comme ça qu'on crée le momentum. Qu'est-ce que tu rajouterais par rapport à ça? Autre chose qui pourrait, voilà, être mise en place ou peut-être un peu plus précisément, OK, maintenant qu'on sait que la formation, c'est un incontournable, bah, qu'est-ce qu'il faut regarder dans une formation pour qu'elle puisse, à quoi il faut être sensible? Pour ne pas perdre son budget, pour ne pas perdre son temps et surtout pour ne pas perdre le momentum? Moi, je dirais que les thématiques qui sont importantes en fait, dans le cadre de la réussite d'une transformation IA, ben, bien évidemment, c'est le fait de bien savoir gérer un projet d'une telle envergure.
Donc, quand on parle de ce type de projet, ce sont des projets qui impliquent, le facteur humain. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de vélocité. Donc c'est peut-être que je dirais, c'est bien d'avoir cette approche de la conduite de projet agile. Donc, Mmh. ça, c'est un aspect, de la réussite d'une transformation IA. Il y a le côté agile. Il y a le côté, data science, donc la gouvernance des données, au moins. Donc, même si on ne va pas approfondir dans la technicité Python ou la Scikit, l'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne culture du cycle de vie de la donnée, les best practices, la sécurité de la donnée, la gouvernance, la qualité de la donnée, ce genre de choses. Donc ça, c'est important. J'ajouterai également une bonne acculturation sur le sujet IA. Bon, bien sûr, ce sujet, il est vivant. À chaque fois, on trouve qu'il y a des nouveautés. Donc, c'est bien de faire un nouveau point. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà ce qui se passe dans le marché. Commencer du B à bas et puis aborder les agents IA, aborder le MCP. Il y a plein de nouvelles technologies qui sont émergentes donc, au sein de cette intelligence artificielle. Et puis voilà, donc une fois qu'on a fait le tour du sujet IA, donc on sait un petit peu les best practices, on sait un petit peu donc, au niveau individuel, quels sont les outils que je peux appliquer dans mon quotidien pour être plus performant. Une fois que j'ai une idée de comment gérer un projet d'une telle envergure au sein de mon entreprise, une fois que j'ai aussi cette maîtrise-là en fait, cette culture managériale de la donnée, ça me rend capable d'envisager une feuille de route de transformation en interne et de la mener moi-même. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé une formation de 6 semaines dans laquelle tu seras également partie prenante. Inch'Allah, ce serait oui, ce serait Donc, intéressant aussi de on a essayé raconter vraiment la de, jeunesse tout à l'heure, mais vas-y. en fait, on a essayé de ramener des passionnés, des praticiens, Mmh. chacun dans son champ d'expertise. Avec nous, il y a un business designer, avec nous, il y a des personnes qui font la pédagogie un petit peu, donc l'IA pour les enfants. Mmh. On a également des consultants dans l'univers de la data, donc dans un environnement bancaire. Moi-même, qui suis entrepreneur, je m'estime très productif. Donc, individuellement, j'ai pas mal Mmh. de hacks. Et ça, c'est surtout le côté culturel. Donc, généralement, je fais même du coaching aux dirigeants pour être plus productifs dans leur création de contenu et dans leur productivité dans les social media. Mais également, il y a des personnes qui sont expertes dans la transformation humaine, comme toi, Vas-y. Semia. Donc l'idée, on a rassemblé en fait une belle composition de passionnés et la formation, elle s'appelle l'IA pour les managers qui ne prennent pas de congé. Donc c'est un petit peu le nom fun qu'on a fait Mmh. pour cette formation-là. Et c'est quoi l'idée en fait? L'objectif, c'est vraiment de parcourir le sujet de fond et en fond et en large, de mettre le point et l'accent sur les choses essentielles et importantes. Il y a pas mal de cas pratiques. Vous serez même amené à créer un chatbot en local. Vous serez en mesure de créer des agents IA pour faire votre prospection commerciale. Et surtout, vous serez en mesure, à la fin de ces 6 semaines de formation, de mettre en œuvre une feuille de route IA qui est spécifique à votre réalité terrain et à vos besoins métiers, que vous allez pitcher en face de nous. Donc, vous n'allez pas avoir peur parce qu'on est sympa quand même. Mmh. Non, mais l'idée, c'est vraiment, si Comme vous si on voulez, avait l'air sérieux aujourd'hui, parce qu'on est passionnés. ben, on doit quand même montrer un petit peu de Ouais, sérieux quand même. absolument. Le sujet est important. En fait, l'idée, c'est vraiment que si vous voulez réussir votre transformation IA en tant que C-level, en tant que dirigeant, ben, vous devez l'adopter. Vous devez vraiment toucher avec vos mains des use cases, voir comment ça se passe. Comme ça vous donne une expérience pratique et de la légitimité également vis-à-vis de vos équipes. Absolument. Et une fois que vous allez asseoir cette feuille de route, ben, je suis sûr que vous serez motivé de l'implémenter au Mmh. sein de votre entreprise. Donc, la date, on va vous l'annoncer prochainement, mais voilà, it's in the baking. Absolument. Moi, je vais juste rajouter une phrase, la genèse de notre échange et cetera. C'est que finalement, on est en train on dit بالعربية ما حك جلدك مثل d'Africa, c'est-à-dire nous, on échangeait, on avait des besoins. On est tous les 2 entrepreneurs, on est aussi tous les 2 des gens qui accompagnent des entrepreneurs et donc à force de voir des patterns, on s'est dit: «Bah, ça serait bien de créer un framework et de le partager» et bien sûr, ce qu'on s'était aussi dit, c'est que c'est l'été et donc que ça sera fait dans la bonne humeur. Tous les 2, on a la pédagogie, d'ailleurs, tu m'as appris beaucoup de choses depuis qu'on s'est rencontrés, que j'ai pu automatiser dans mon travail, d'entrepreneur et de rajouter aussi parce que
La productivité, c'est un peu, je suis certifiée sur la méthode Getting Things Done, Levi-Mensa, qui sont des méthodes références dans la productivité. Je m'intéresse, voilà, j'ai travaillé pendant des années sur le Lean, et cetera, et je sais que ça peut être des frameworks qui, des fois, peuvent être un peu boring, et nous, tous les 2, on n'est pas boring, on n'aime pas ça. Donc, on veut aussi qu'il y ait une bonne vibe, finalement, on veut que ce soit un moment d'apprentissage, presque, c'est pas un workshop, presque play shop, mais que derrière, il y a quelque chose que la personne peut prendre, que le dirigeant peut prendre et revenir vers ses équipes avec une roadmap qui est claire et qui est actionnable. Et ce qui est très important, c'est que on veut vraiment bâtir une communauté Absolument. à notre image. C'est quoi notre image? Donc là, c'est pas parce qu'on est trop. C'est pas, on est égoless. À notre image, ça veut dire quoi? Ça veut dire passionné. Mhm. Des personnes passionnées qui expérimentent, qui échangent les bonnes pratiques. Moi, par exemple, j'apprends énormément de choses de toi, de la part de Shekib, de Mounaim. Donc, l'idée, c'est vraiment de mener cette montée en compétences et cette nouvelle ère ensemble. Franchement, malgré tous mes savoirs, quand je me retrouve seul, je suis très, très bloqué. Je me retrouve bloqué. Par contre, quand je suis au sein d'une communauté qui me comprend, ben, on peut aller ensemble avec notre intelligence collective, individuelle, et avec un petit peu d'aide de l'intelligence artificielle, on peut aller très, très loin. Bah Youssef, moi, j'aurais pas pu mieux décrire ça. Donc, une communauté de like-minded people qui ont un objectif commun, qui est de prendre cette vague, mais de la bonne façon et en la prenant dans la bonne humeur, tous ensemble. Absolument. Et je vais finir sur une quote de serial fellerpreneur que je suis, parce que c'est mon livre quand même. Absolument. J'ai créé pas mal de communautés avec toujours cette bonne intention. Malheureusement, je n'ai jamais pu aller aussi loin que je le souhaitais, donc du côté de ma vision. Et je pense qu'avec cette énième itération, on aura plus de chances d'aller plus loin. On est bon là, on le sent bien. Yak. Bah, très bien. Au contraire, Rejoignez-nous. Ça va être une communauté. Comme on l'a dit, il y aura du cerveau, il y aura des bonnes connexions, des like-minded people, il y aura beaucoup de valeurs et aussi de la bonne vibe, des good vibes. Merci beaucoup, Youssef. Merci à toi, Samia. En plus, ça finit par IA. Je suis dans le thème. 5, bravo.